Ce programme vous est présenté par Sonatrach. Très chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Nous sommes en effet à quelques heures seulement du coup d'envoi de la 7e édition du Forum des pays exportateurs de gaz, le GECF. Et c'est l'Algérie qui aura l'honneur de présider à la destinée de l'édition 2024 qui se tient dans un contexte particulier, celui de l'installation du gaz comme une énergie que tout le monde convoite, faisant de ce marché l'un des plus complexes du secteur. Il se caractérise désormais par une compétitivité, une volatilité des prix et une cartographie nouvelle en matière d'approvisionnement. Le gaz, c'est aussi l'énergie qui mènera à la transition énergétique à bon port. Il convient donc d'en optimiser l'utilisation. Et à Alger, tout est prêt pour accueillir les 17 pays qui composent le GECF. Alger où plusieurs dossiers les attendent sur la table pour un sommet qualifié avant-hier par le ministre algérien de l'énergie de décisif. Quel est le profil de ces pays? Quels sont leurs intérêts communs? Et quelle est la place de l'Algérie parmi eux? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour mener ce débat à bon port, j'aurai le grand plaisir ce soir d'avoir deux fins experts dans le secteur de l'énergie, à commencer par vous, Ali Kfeifi. Vous êtes expert international en industrie et en énergie. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. C'est moi qui vous remercie aussi pour votre invitation. Depuis Oran, à l'ouest de l'Algérie, nous aurons également le plaisir d'accueillir avec nous Abdelrahman Mebtoul, expert international en économie. Merci, monsieur Mebtoul, d'être avec nous. Merci de votre aimable invitation et bonjour à mon ami Ali Kfeifi. Alors pour planter le décor justement de ce 7e sommet du GECF, notamment en ce qui concerne le profil des pays qui le composent, je vous propose de suivre ce sujet. Il est signé de la rédaction des Pros de l'Écho. Ressource naturelle devenue l'une des armes géopolitiques les plus puissantes, le gaz naturel a su s'imposer comme un des leviers les plus importants du secteur de l'énergie pour le Forum des pays exportateurs de gaz, à 2 jours d'un sommet que les experts qualifient de décisif, où ils se rendent en conclave à Alger pour se concerter sur une feuille de route commune en matière de gestion de l'énergie bleue en amont et en aval de sa production. 17 membres réunis autour d'une même table, le profil des pays du GECF reste néanmoins très hétéroclite, de par les caractéristiques des nations qui le composent. Si l'on retrouve au sein de ce conglomérat des pays faisant partie du quota mondial du gaz naturel en termes de volume, comme l'Algérie, le Nigeria, le Qatar ou encore la Russie, première réserve mondiale de gaz, des pays comme l'Iran et le Venezuela qui sont sous embargo pourraient aussi émerger comme 2 futurs gros fournisseurs de l'énergie bleue. Aux côtés de pays observateurs comme l'Irak, la Malaisie, l'Azerbaïdjan. Des nations membres à part entière comme l'Égypte, Trinité, Tobago et la Guinée équatoriale tentent à travers leur appartenance à ce forum de se faire une place de choix sur l'échiquier international du gaz. Le GECF peut se targuer aujourd'hui de compter parmi ses membres les 3 premières réserves mondiales prouvées de gaz, à savoir la Russie avec 24% du total, l'Iran avec près de 17% et le Qatar avec plus de 12%. En 2022, 5 pays du GECF figuraient au classement des 12 plus gros producteurs mondiaux de gaz, dominés par les États-Unis, principal concurrent et premier producteur mondial depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. La Russie avec 699 milliards de mètres cubes, l'Iran avec 244 milliards de mètres cubes, le Qatar avec 170 milliards de mètres cubes, l'Algérie avec 102 milliards de mètres cubes et enfin l'Égypte avec 68 milliards de mètres cubes. Dans un marché de l'énergie de plus en plus complexe et volatile, l'Algérie joue très habilement ses cartes. Le pays hôte du 7e sommet du GECF détient aujourd'hui une particularité plutôt singulière, celle d'avoir pu s'imposer en 2023 comme l'un des 4 principaux fournisseurs de l'Europe, à la fois par gazoduc et en GNL. Allez, sans plus tarder, place au débat
Ali Kfeifi, que peut-on dire d'emblée à propos de ce forum des pays exportateurs de gaz, ma foi, qui est dans l'ombre d'une autre organisation plus importante en ce qui concerne le secteur de l'énergie? Je veux bien parler de l'OPEP. Effectivement, vous avez raison de souligner, il y a beaucoup de points communs entre la filière pétrolière et la filière gazière. Quand je dis des points communs, c'est bien sûr au niveau technique, mais là, le problème n'est pas seulement là, c'est surtout au niveau, si vous voulez, géopolitique. Et dans ce cadre, peut-être au niveau du timing, on peut dire que c'est une bonne chose que ce sommet se tienne à Alger. Il y a une double expérience, si vous voulez, pour l'Algérie. Oui. L'OPEP dont vous parlez, l'Algérie y a contribué. Exactement. Je voudrais simplement rappeler aux téléspectateurs qu'à un moment donné, les grandes négociations se tenaient par deux personnes ou deux pays qui étaient désignés. Bien sûr, dans l'OPEP pétrole, il y avait l'Arabie Saoudite, et en particulier Zeki Yamani. Et celui qui l'a accompagné à l'époque, j'étais étudiant, en fin d'études. Et il y avait aussi, et on en était fiers, et ça nous a poussé à faire beaucoup de choses par la suite. Il y avait Belaïd Abdeslam. Exactement, ancien ministre de l'Industrie. Ancien ministre de l'Industrie. L'un des architectes du secteur de l'industrie et de l'énergie en Algérie. Exactement. L'OPEP a été, et c'est à partir de ce moment où on a pu assister ensuite, donc en 1974, un doublement des prix du pétrole. En 1980, à une multiplication par jusqu'à 40, donc de 4 à 40, et ainsi de suite. Et puis ensuite, avec la consommation chinoise de 2006, donc les prix ont augmenté, mais tout ceci grâce à l'OPEP. Il est à souhaiter, je pense que les différents pays ont compris qu'ils ont des intérêts convergents pour le gaz. Donc, il y a aussi des points qui sont pas qui sont pas similaires. Donc, pour le pétrole et le gaz. Et là, je m'arrêterai après avoir dit ceci. Au niveau des réserves, le potentiel, les réserves connues et le potentiel sont quasiment incommensurables et permettent au gaz naturel, heureusement, de servir de pont, de tremplin, oui, pour les besoins énergétiques mondiaux dans le cadre des nouvelles contraintes environnementales, sociales, de gouvernance. Et ce gaz pourra, pendant des décennies, répondre aux besoins de l'économie mondiale, et surtout par ses utilisations finales. Le gaz est là, on doit quand même se rendre compte que c'est grâce à ce gaz que les industries mondiales, enfin Algérie, africaine aussi, je l'espère, se développer. Le cas de l'Allemagne, le cas ce qui s'est passé depuis l'an dernier est un point, exactement, un point qui nous éclaire énormément sur l'importance du gaz. Il y a des petites différences avec le pétrole sur le plan technico-économique du fait de l'aspect transport. Si vous voulez, le transport du pétrole et le transport du gaz, que ce soit par gazoduc ou par GNL, n'est pas du tout pareil au niveau. Et c'est pour ça que l'an dernier, pour la première fois, on avait les prix qui étaient, en général, aux États-Unis, sur le plan domestique, de l'ordre de 3 à 6 $, 1 million de BTU, monter jusqu'à 50 $, que ce soit sur le marché européen, donc les coûts CIF, ou sur le marché de Corée et puis du Japon. Asiatique, oui. Donc, sous forme de GNL toujours. Et tout ça, c'est à cause, bien sûr, des événements qui ont eu lieu l'an dernier, oui, mais aussi et surtout de la caractéristique transport du gaz. On remarquera toujours, enfin le téléspectateurs peuvent remarquer qu'il y a toujours une petite différence de 3 à 6 $ entre le marché américain du pétrole et le marché européen, entre le Brent et le WTI. Oui.
Et ces 3 à 6 dollars, c'est quoi? C'est à peu près le coût de transport, l'évolution du coût de transport. Donc, sachant que le pétrole... Plus ou moins, disons plus ou moins 3 à 6 dollars. Oui. Bien sûr. Oui. C'est pour le comparer au gaz. Oui. Et pour le gaz, donc, c'est monté à peu près de 10-12 dollars, donc le million de BTU, jusqu'à 50. Exact. Donc, ça vous fait 38 dollars, disons 40 dollars, 40 par rapport à 5. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, il y a une différence fondamentale et qui nécessite entre le pétrole et le gaz, outre le fait que le pétrole son importance va diminuer pour des raisons strictement économiques à l'horizon, bien sûr, 2040-2050. Le gaz devra être là, mais on doit tenir compte des effets économiques. Donc, il faut, pour assurer la stabilité, bien d'autres raisons, le forum des pays exportateurs du gaz est très, très important. Très bien, merci Alex Rifi pour cette entrée en matière. Abdelrahman Mebtoul, alors, nous l'avons vu dans le sujet présenté auparavant, il y a un profil un peu différent entre les pays qui composent le GECF. Nous avons la Russie, le Qatar, l'Azerbaïdjan ou encore l'Algérie, des cadors du secteur du gaz. Il y a aussi d'autres pays qui aspirent peut-être à un avenir plutôt prospère dans cette filière. Quelle analyse faites-vous justement de ce profil des pays qui composent le GECF ? Bon, tout d'abord, je tiens à souligner l'importance de la réunion qui va se tenir du 29 février à partir de demain. À Alger, à partir de demain. Bon, l'Algérie a une longue expérience. Moi, je suis assez bien placé puisque j'ai été conseiller de 72 à 79 de ces bled Absalam, la Rahma ou Saleh. Et effectivement, on a une longue expérience en matière à la fois pétrolière, mais surtout gazière. Notamment, on a construit les premiers GNL à l'époque. Hein. Bon, pour revenir fondamentalement au sujet, c'est que, comme l'a présenté effectivement Charet Takem, c'est que créé en 2001 le sommet des pays exportateurs de gaz est constitué, comme vous l'avez rappelé, de 11 pays membres et de 7 pays non membres. C'est que il y a un pays qui ne fait pas partie effectivement de ce forum, qui sont les USA, qui effectivement sont devenus depuis 2000 les tensions en Ukraine le premier producteur mondial de gaz. C'est que la demande mondiale de gaz devrait augmenter de façon constante dans les 20-30 prochaines années dans un contexte de réserves abondantes et d'une utilisation accrue du gaz pour produire de l'énergie. Les experts disent entre 2 et 3% par an, ce qui devrait effectivement porter la demande horizon 2030 à 4500 milliards de mètres cubes gazeux, hein, contre 4050 en 2022 et à peu près 3860 en 2019. Bon, n'oublions pas que les réserves mondiales de gaz au 1er janvier 2023 sont de 205 507 milliards de mètres cubes gazeux d'après les statistiques internationales, ce qui devrait donner en termes constants en référence à l'année 2022 une cinquantaine d'années. Hein. Bon, comme vous l'avez effectivement abordé précédemment, le sommet abordera 2 axes fondamentaux. Oui. Le premier axe, c'est celui de favoriser la transition énergétique et de lutter contre les effets néfastes du réchauffement climatique, le bois, le charbon et le pétrole. Le gaz devrait être rendu encore plus propre avec les nouvelles techniques en cours pour le développement des gaz renouvelables ou bas carbone, le biométhane, la gazification des déchets, le méthane et l'hydrogène. Selon les données internationales, entre 2035, 2040, 2050, j'ai eu un rapport intéressant il y a un mois du ministère de la Défense et de l'Énergie des États-Unis.
ils font une extrapolation entre 2040 et 2050. Ils disent qu'entre 65 à 70% de la consommation mondiale d'énergie sera constituée de la combinaison du gaz naturel, qui a un avenir très important, des énergies renouvelables, de l'énergie hydraulique, de l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Pour le cas de l'Algérie, entre parenthèses, elle a un avantage comparatif important puisqu'elle a 3000 heures de soleil par an et elle extrapole effectivement à une consommation à partir des énergies renouvelables de 40% entre 2030 et 2035, la biomasse, la géothermie, le développement de l'hydrogène vert et bleu. Bon, le deuxième axe qui sera abordé, c'est la stabilisation des prix, qui sont, comme vous l'avez dit, très très volatiles et qui fluctuent de janvier 2023 à février 2024 entre 30 et 50 $ le mégawattheure. Et n'oublions pas qu'au début du conflit avec la Russie, il avait atteint 200 $ le mégawattheure en Europe et 250 à 300 $ en Asie. Donc c'est un prix très très fluctuant. Ce qui selon la bourse, pourquoi les pays producteurs privilégient les contrats à moyen et long terme pour éviter effectivement cette volatilité, parce que les investissements sont très très lourds et à rentabilité. Moi, je voudrais insister sur un fait très important. Pour les chiffres que j'ai pour fin 2023, 35% du gaz actuellement globalement se fait par canalisation et soit par gazoduc, et 35% le GNL. L'AIE prévoit à peu près 48-50% en 2030. Donc c'est un marché qui est segmenté, qui ne répond pas effectivement à la loi de l'offre et de la demande, comme le pétrole où la cotation se fait à la minute, à l'heure, à la journée. Donc effectivement, là il faut, c'est que le problème qui se pose, d'où l'importance pour ce sommet du fait que l'énergie est au cœur de la croissance de l'économie mondiale et de la sécurité des États, donc à restaurer la confiance entre les pays exportateurs et acheteurs afin d'assurer la stabilité sur le marché. Ce qui renvoie pas seulement aux fondamentaux économiques, mais surtout aux tensions géostratégiques qui peuvent perturber effectivement le marché. On l'a vu, je vous donne deux exemples. C'est par exemple la part du marché des Russes qui est passée de 47% avant les événements en Ukraine pour l'Europe à 17% fin 2023. Et entre parenthèses, l'Algérie est devenue le deuxième exportateur en Europe après la Norvège avec un taux de 19%. Et le cas de la mer Rouge, avec les coûts des conteneurs et du coût des transports qui a été multiplié par 100 à 200%. Ça, c'est des événements géostratégiques qui ont effectivement des répercussions sur le prix à la fois du pétrole et du gaz. Encore que pour le pétrole et le gaz, la mer Rouge représente 6%. Mais imaginons-nous une tension avec l'Iran, où 22% de tous les produits pétroliers confondus transitent par le détroit de Dormouz. Dans ce cas-là, on risque d'avoir un doublement du prix du gaz et un prix du pétrole qui s'envolerait au-delà de 200 $. Donc les événements, il y a eu aussi le cas de l'épidémie du coronavirus qui était imprévu, qui a eu des répercussions. Donc, outre les fondamentaux, il y a des facteurs externes qui influent cela. Moi, je terminerai par rapidement, si vous le voulez bien, monsieur les chiffres du Centre international d'information sur le gaz, le CIDIGAZ, pour les réserves mondiales, pour vos téléspectateurs. C'est que, bon, j'ai des chiffres réactualisés au 31/12/2022, parce que beaucoup de journalistes prennent des chiffres des années, il y a une dizaine d'années. Moi, je vous donne les chiffres réactualisés que j'ai. La Russie, c'est 32 740 milliards de mètres cubes gazeux, l'Iran, 32 100, le Qatar, 24 700, le Turkestan, 13 600, les USA, 12 300, la Chine, 8 400, le Venezuela, 6 300, l'Arabie Saoudite, 6 000, les Émirats, 5 900, le Nigeria, 5 500, l'Irak, 3 500, l'Algérie, 2
500, c'est le chiffre qui a été Oui. repris en Conseil des ministres en novembre 2021, hein, et le Canada 2400. C'est que Algérie les à la réserves 12e place. gazières sont très largement concentrées dans les pays du Proche-Orient, 40%, et en Europe, 33%, mais sur ces 33%, 23% proviennent de la Russie. Et au 31 décembre 2022, le ratio mondial des réserves sur la production commercialisée représente, d'après Cedigaz, 50 années au rythme de la production de l'année 2022. Très bien. Mais il ne faut pas confondre les réserves avec la production. Oui. Pour la production, nous avons pour le 1er janvier 2022 les USA qui viennent en Exactement. premier pour le gaz. 21 027 milliards de mètres cubes gazeux, la Russie 699, l'Iran 244, la Chine 219, le Canada 205, le Qatar 170, l'Australie 162, la Norvège 128, l'Arabie Saoudite 105, l'Algérie 102. Mais elle possède la 3e réserve mondiale de gaz et de pétrole de schiste avec 19 500 milliards de mètres cubes gazeux. Qui ne sera pas à Bon, c'est l'ordre moi du qui jour ai eu du l'honneur pour les GECF, je le différents rappelle. gouvernements de diriger cette étude. Il ne faut pas cracher dessus, mais il faudra protéger l'environnement. La Malaisie 76 et enfin l'Égypte 68. Pour le GNL qu'il faut différencier... Rapidement, professeur, si vous le voulez bien. Je termine par ça, s'il vous plaît. Oui. Nous avons la structure suivante, pour que vos téléspectateurs puissent savoir. Les USA représentent 42,2%, la Russie 13,2%, le Qatar 13,1%, l'Algérie 6,7% et la Norvège 6,6%. Voilà un peu la cartographie de la situation gazière mondiale. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, je vous propose de marquer une toute petite pause avant de revenir au débat. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Pour les pros de l'écho, nous discutons avec nos experts Ali Kfeifi, Abdrahman Mebtoul de la 7e édition du sommet du GECF qui se tiendra dans quelques heures à Alger. Durant 3 jours, les patrons, si je puis dire, du secteur du gaz, dominé par les plus importantes nations en matière de production et également de réserves prouvées, seront autour de la table à Alger pour discuter des thématiques de l'heure et à leur tête l'avenir du secteur du gaz. Ali Kfeifi, nous parlions justement du profil de ces pays. J'aimerais, à l'aune justement de la situation géopolitique actuelle que vous savez, parler un peu de la configuration entre les pays du GECF, en sachant qu'ils se partagent le même marché. Oui, effectivement. Il faut aller à l'essentiel de chaque fois, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau géopolitique. Et là, effectivement, il y a le GECF composé aujourd'hui de 19 membres, probablement de beaucoup plus grâce à beaucoup de pays africains gaziers qui vont... 5. Alors, si on compte les membres permanents et les membres observateurs, on en est à 5 pays africains actuellement. 5, oui. 5. Et donc, il y a... on peut se référer, si vous voulez, aux pays très importants donc, dans le forum. Et parmi ces pays, il faut tenir compte aussi de l'aspect particulier du gaz et du gaz de schiste américain. Ouais. Le gaz américain n'est pas du gaz naturel. Exactement. C'est du gaz de schiste. Alors que pour les autres pays, la Russie, je vous rappelle, enfin je redis encore, le forum constitue 70% des réserves mondiales. 40% de la production. Et 40% de la production, 40%. Nonobstant, ce qui est à découvrir, parce que beaucoup de choses resteront à découvrir, y compris en Algérie. Oui. Donc, les pays donc, du forum, ils possèdent un gaz qui est naturel, donc sur le plan technique et économique. Mais aussi, par rapport au gaz de schiste, le gaz naturel a ceci de bien que c'est quelque chose dont l'économie est à long terme. Quand le gisement de Hassermal a été découvert, c'est pour plusieurs décennies.
Et le calcul économique, le cycle, il est de 30, 40, 50 années. Alors que pour le gaz de schiste, non. Non. On sait ce qu'il y a pendant 2 ans pour des puits donnés, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que toutes les entreprises américaines qui produisent du gaz de schiste, dont beaucoup viennent d'être absorbées par Exxon, par Chevron, par d'autres entreprises, est-ce que Exxon, dans 10 ans, dans 5 ans, il va continuer à s'intéresser à ce gaz de schiste? Pourquoi je dis ceci? Parce que l'un des éléments les plus importants, c'est la rentabilité. Or, le gaz de schiste repose sur une rentabilité valable, parce qu'après 2 ans, ça dérape, valable pendant 2, 3, 5 ans. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, les pays, le gaz naturel, les pays du C'est-à-dire forum... une rentabilité plutôt conjoncturelle. Rentabilité conjoncturelle, Voilà. oui, c'est un élément au niveau géostratégique important, si vous voulez, qui peut être aussi amplifié dans son déséquilibre, je parle du gaz de schiste, amplifié juste dans quelques années. C'est un élément d'incertitude. Et l'un des rôles du GECF est justement d'offrir la stabilité, surtout que le monde, jusqu'en 2035-2040, le monde, l'avenir du monde industriel, économique, repose sur le gaz naturel. Et pour le pétrole, peut-être il faut dire que pour le pétrole, depuis 1990, les chances de trouver du pétrole s'amenuisent considérablement. Et c'est pour ça qu'il y a une relation entre la production et les découvertes de pétrole. Et c'est pour ça que le pétrole, depuis quelques années, c'est fini, sa courbe, il y a le pic oil de l'offre, ce qui n'est pas le cas pour le gaz. Le gaz, il suffit de regarder les courbes, ce n'est pas la peine de donner trop de chiffres, de regarder les courbes, ben le gaz remonte et dépasse le pétrole. Et on peut considérer qu'à l'horizon de 2035, le rôle du GECF, c'est pour la stabilité de l'économie, de la croissance économique mondiale, son rôle, c'est de garantir cette place donc, pour le gaz naturel. Le gaz de schiste, c'est autre chose. Peut-être, si je peux rectifier... Je rappelle que le gaz de schiste ne sera pas à l'ordre du jour du GECF, donc cela justement s'explique par peut-être le désintérêt de ces pays-là qui constituent le GECF pour cette source d'énergie à l'heure actuelle. Il y a en termes de prospective, on pourra, en considérant les recherches, le financement des technologies, les recherches, peut considérer qu'il y aura peut-être autre chose dans 4-5 ans. Cela viendra peut-être notamment à travers l'inauguration de l'Institut sur le gaz qui, demain à Alger, entre parenthèses. Qui aura un rôle à jouer justement. Oui. Le GECF aura un rôle à jouer justement au niveau des technologies. Je donnerai juste une petite... c'est pas que nul ne sait, enfin, on peut prédire, les spécialistes peuvent prédire. Par exemple pour le gaz de schiste, juste pour... Bien sûr, ce n'est pas prévu à l'ordre du jour. Mais sinon, on peut avancer 2 arguments à ceux qui disent, c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Le gaz de schiste, il y a un sérieux problème, si vous voulez, à cause de la fracturation hydraulique. De la roche. Mais il y a un autre élément aussi, pour l'Algérie, le gaz de schiste, il vaut mieux ne pas en parler dans l'immédiat, tant qu'il n'y aura pas au niveau technologique des technologies sûres, comme par exemple le plasma, dans quelques années, aussi au niveau économique, comme on l'avait dit, mais surtout, nous avons d'autres ressources. Je voudrais rappeler juste un chiffre, parce qu'on peut, en matière de potentiel, l'Algérie n'est pas 3e. PDG de Sonatrach, M. Zerguin, l'avait dit, nous avons fait des calculs presque à la même période, l'Algérie, si vous voulez, les réserves mondiales sont actuellement de l'ordre de 200 000 milliards de mètres cubes. Bien, l'Algérie, je donne un chiffre,
ce n'est qu'un potentiel, undiscovered resources. L'Algérie a 750 000 milliards de mètres. Potentiellement première place. Oui, potentiellement. Donc, quand il y aura d'autres technologies. Donc, l'Algérie, elle a d'autres choses. Elle a juste, je voudrais juste dire un mot en ce qui concerne les énergies. On se plonge. L'Algérie, nous travaillons à peu près depuis 2-3 ans au niveau, disons, scientifique, technique, économique. L'Algérie pourra être peut-être l'un des plus grands producteurs dans plusieurs années d'hydrogène blanc. Et l'hydrogène blanc, c'est 0,5 $ par kilo, alors que l'hydrogène vert dont on nous assomme, l'hydrogène vert, à peu près 8 $ par kilo. Donc, 16 fois plus cher que l'hydrogène blanc. Et l'hydrogène blanc, il y en a, c'est sûr, et il y en aura en Algérie. Très bien, Alek Faifi. Abdelrahman Mebtoul, il y a aussi la question du continent africain qui, à travers ses 5 membres qui siègent actuellement au sein du GECF, émerge comme une future potentielle puissance en matière de gaz naturel. Comment pourrait-on, dans le cadre de ce 7e sommet, appréhender justement la place du continent africain sur l'échiquier international du gaz? Bon, avant de répondre directement à votre question, effectivement, il faut toujours souligner l'importance de la réunion de demain, hein, puisque les pays qui se réunissent, d'après Cedigaz, représentent 70% des réserves mondiales, 40% de la production commercialisée, 47% de la commercialisation par gazoduc et plus de 50% par GNL. Il y a un autre élément important dans le cadre de la transition énergétique qu'on oublie souvent, c'est l'efficacité énergétique. Les études techniques montrent que les nouveaux procédés effectivement technologiques permettent effectivement d'économiser 30 à 40% effectivement de la consommation d'énergie, notamment dans le bâtiment travaux publics. En Algérie, il est souhaitable que on revoie les méthodes de construction avec du parpaing, des briques, du ciment, où il faut un climatiseur par pièce, parce que ça pose toute la problématique de l'étude du CREC qui vient d'être parue il y a 3 jours, qui dit que si on continue à cette allure, la consommation intérieure sera en 2030 de 80 milliards de mètres cubes gazeux, qui dépasserait effectivement les exportations actuelles. Dans les 80% de la production algérienne, disons. Voilà, et c'est l'étude du CREC qui a été publiée par le ministère de l'Énergie, 80 milliards de mètres cubes gazeux, horizon de consommation intérieure. Hein. Bon, actuellement, il y a un autre élément très important, c'est que pour l'Algérie, je vous donne le chiffre de 2013, le ratio, c'est à peu près 55% d'exportation, 45% de consommation intérieure, et il faut injecter du gaz à 15-20% au niveau des puits. Dans les puits pour éviter le rassèchement qui donne la production globale de 120 milliards de mètres cubes gazeux. Hein. Donc il y a tout un élément, l'efficacité énergétique, c'est une des plus grandes économies. Et tous les pays du monde actuellement axent les recherches technologiques vers l'efficacité énergétique. Donc je pense que c'est un dossier aussi qui pourrait être abordé lors de ce forum. L'élément de l'Afrique, c'est que traditionnellement, vous savez, en Afrique, c'est 4 pays qui émergent. C'est le Nigeria, bien entendu, avec les réserves de 5300 milliards de mètres cubes gazeux, l'Algérie 2500, mais c'est un chiffre de 2021, peut-être qu'avec les nouvelles découvertes, ce taux sera en augmentation. Il y a l'Égypte et la Libye. On oublie souvent que la Libye, c'est à peu près 1500 milliards de mètres cubes gazeux non exploités, puisque c'est une population de 6 millions d'habitants et avec la première réservoir de pétrole en Afrique avec 42 milliards de barils. Donc, néanmoins, selon les données du Statistique international de Global Energy Monitor de janvier 2023, la pré-production se situe chez les nouveaux entrants sur le marché du gaz africain. Environ 85% des nouvelles réserves de gaz naturel en phase de pré-production en Afrique se trouvent dans des pays qui jusqu'ici n'exploitaient pas les combustibles fossiles.
Bon, nous avons le Mozambique, Oui. qui abrite 44,9% de ses réserves prouvées. Notamment en Le offshore. Sénégal, 15,1%. La Mauritanie, qui vient de découvrir un important gisement et qui risque effectivement, mitoyennement avec le Sénégal, qui risque de révolutionner effectivement toute la carte énergétique, notamment en direction de l'Europe, avec à peu près 12%. La Tanzanie, 10%, et l'Afrique du Sud, bon, très minoritaire, 2%, et l'Éthiopie, 1%. Mais on devrait inclure la Guinée équatoriale. Qui est Les membre du réserves GECF, cumulées, rappelons-le. oui, les réserves cumulées de ces pays, d'après les statistiques internationales de fin décembre 2022, sont évaluées à plus de 5500 milliards de mètres cubes gazeux. Et si les 79 projets en phase de pré-production répertoriés en Afrique sont réalisés, la production gazière du continent augmentera de 33% d'ici 2030. Et bien plus encore qu'à court terme, l'étude elle est claire, elle dit entre 2024 et 2027, c'est l'Algérie et le Nigeria qui devraient toujours constituer des leaders. Oui. Donc les futures hubs pétrolières africaines représenteraient plus de 50% de la production gazière du continent entre 2030 et 2035. Donc, mais là, ça nécessite des investissements. Exactement. Parce que les infrastructures d'exportation, y compris dans les pays producteurs traditionnels, nécessiteraient des investissements sur sites vierges qui sont évalués à 350 milliards de dollars. Les dépenses d'investissement dans les terminaux du GNL. Bon, l'Algérie, elle a des terminaux, le Nigeria a des terminaux, mais les nouveaux pays africains devraient mettre en place des terminaux. Bon, actuellement, la Mauritanie est en train de mettre en place les terminaux et l'exploitation de l'important gisement mauritanien devrait commencer sa production la fin 2024, début 2025. Donc vous voyez, donc l'Afrique n'est pas en marge effectivement de cette évolution de révolution gazière. Mais tout le monde recommande à l'Afrique effectivement de combiner le gaz et surtout les énergies renouvelables et d'éviter la dilapidation de ces richesses. Hein. Oui. Parce que la plupart de ces investissements sont dans des compagnies. On a vu la pollution du delta du Niger. Oui. C'est qu'il y a un paradoxe pour ces pays africains, excepté l'Algérie. Hein. C'est pas pour lancer des fleurs à notre pays, mais excepté l'Algérie, c'est que la plupart c'est pour l'exportation et la majorité des pays africains, le taux de, disons, d'énergie locale est relativement faible. Hein. Oui. Donc, vous voyez, il faut faire aussi attention un peu à la question de la souveraineté énergétique qui dilapident les richesses de l'Afrique. Très bien. Alik Feifi, un mot peut-être sur le positionnement de l'Afrique au sein de cet échiquier du gaz, notamment au sein du GECF, qui, comme je le disais, est composé de pays à la fois capables de mettre du cash flow sur la table pour financer leurs investissements et qui ont à la fois des réserves très importantes pour prétendre se maintenir pendant longtemps en tant que leader du marché du gaz. Il faut considérer d'abord les marchés potentiels pour le gaz. Aujourd'hui, donc, il y a l'Europe, oui. Même si le gaz est un facteur saisonnier, parce que c'est surtout en hiver où on le consomme, voilà. En Europe du moins. Il y a les pays... L'été, on reconstitue les stocks. Reconstituer les stocks, oui. Exactement, oui. En été. Il y a aussi les pays d'Asie, oui. OCDE. Ça, c'est aujourd'hui. Pays de l'ASEAN qui consomment de plus en plus de plus en plus, ouais. Oui. Mais il y a aussi demain l'Afrique. Afrique. Donc, en attendant que l'Afrique puisse être, puisse devenir un grand consommateur de gaz naturel, ce qui nécessite aussi d'avoir des économies qui puissent financer ceci. Donc, l'Afrique pourrait se tourner, et c'est ce qu'ont fait le Mozambique depuis longtemps. Maintenant, donc, le Sénégal, Mauritanie, qui ont un gisement commun, même s'il n'est pas comparé à l'Algérie, s'il n'est pas de taille oui. extraordinaire, je dirais. Donc, il y a le marché africain auquel il faut se préparer. Donc,
à l'avenir. Et pour ceci, tant qu'il y a un besoin de consommation, donc il suffit de faire des projets rentables. Notamment pour répondre à un autre défi qui est l'industrialisation du continent africain. Exactement, oui. Parce que le gaz naturel a plusieurs utilisations. Faire de l'électricité, faire de l'ammoniac, du méthanol, faire de l'acier, faire du ciment, etc., etc. Donc il y a des besoins énormes pour l'Afrique qui est en train de se réveiller. Au niveau économique, je parle. Se réveiller en tant qu'acteur important dans le marché énergétique et le marché du gaz. Donc en attendant ces moments, donc, il faut investir. Et on peut espérer que l'Europe, bien sûr les États-Unis, que l'Europe comprenne. C'est pour ça qu'il y a plusieurs ministres qui viennent ici, y compris le ministre allemand, le Premier ministre, chancelier, qui est allé au Nigeria, etc., etc. Je rappelle que l'Italie sera invitée d'honneur de cette 7e édition du forum du GECF. Donc, si vous voulez, les besoins sont là, et il est sûr que l'Afrique trouvera un financement pour ses projets. Demain, le gaz naturel, et je m'excuse peut-être de dire ça, mais c'est en dehors mais l'Afrique, nous travaillons depuis plusieurs années. L'Afrique, je parle de ça parce que, si vous voulez, les technologies, la recherche géologique, les technologies de valorisation de l'hydrogène blanc sont similaires aux technologies du gaz naturel. Et pourquoi l'Afrique a des lendemains prospères, dont l'Algérie, c'est parce que là où vous avez du minerai de fer, eh bien, et où il y a eu un peu d'eau pendant ces millions d'années, donc vous avez le minerai de fer, certaines catégories de minerai de fer, donc permettent de faire de l'électrolyse de l'eau sans avoir besoin d'acheter des équipements d'électrolyse. Donc il y a quelque chose qui a été créé par la nature et qui est importante. Donc il faut aller vers le gaz naturel parce qu'après-demain, il y aura l'hydrogène qui utilisera peut-être des moyens de transport similaires, etc., etc. Voilà ce que... Et ce sera le mot de la fin. Ali Kaifi, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes expert international en industrie en énergie. Merci au professeur Abdrahman Mebtoul également pour ses éclaircissements. Expert international en économie, vous étiez en direct avec nous depuis Oran. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je vous donne néanmoins rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Pros de l'Éco. Excellente soirée sur Al24 News.